Donc, je pense on peut commencer. Je vais laisser la parole à Yvan. Oui, merci Baptiste. Bonjour à tous. Donc, je suis Yvan Colombet, je suis président de Ceinture Verte Group, qui est la tête de réseau des coopératives Ceinture Verte. Si ma mémoire est bonne, Baptiste, c'est euh, l'intervention d'Anne-Solène Henry, hein, qui était Bonjour prévue à initialement notre directrice générale, qui malheureusement a été prise par une assemblée générale de coopératives aujourd'hui. Je la remplace donc. Je pourrais néanmoins répondre, je pense, à la plupart des questions que vous avez sur le fonctionnement des coopératives ceinture verte et du réseau, sauf si vraiment on rentre dans des détails opérationnels extrêmement précis, auquel cas on transmettra les questions à Anne-Solène qui vous répondra. Voilà, alors présentation générale du réseau, je vais faire assez rapide. Je vais d'abord vous expliquer quel est le constat dont on est parti, qui a motivé la création de la ceinture verte. Ensuite, comment sont organisées, comment fonctionnent les coopératives, où on en est en termes de déploiement du réseau sur les différents territoires, quels sont les résultats économiques des agriculteurs qui s'installent avec les coopératives ceinture verte. Je vous décrirai très succinctement, ce n'est pas l'objet principal de la présentation d'aujourd'hui. On a organisé d'autres webinaires sur le sujet des projets d'innovation qui sont portés par la ceinture verte et plein d'autres partenaires dans le cadre d'un démonstrateur territorial des transitions agricoles et alimentaires qui s'appelle Territoire de Maraîcher. Et puis ensuite, je vous donnerai quelques informations pratiques assez succinctes sur comment ça se passe en général, la création d'une nouvelle coopérative et l'appui plus précis que fournit la tête de réseau, Ceinture Verte Groupe que je préside, euh, aux coopératives. Voilà. Et on s'arrêtera, comme l'a indiqué Baptiste, à la fin de chaque section pour répondre aux questions s'il y en a. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat en cours de présentation. Constat de départ, je pense qu'il y a la majorité d'entre vous doivent être familiers avec la situation des filières biolocales, hein, et notamment la situation de la filière maraîchage. On sait que c'est une filière, là on n'a rien inventé, c'est un constat qui est fait depuis de nombreuses années, où il y a un fort taux d'échec à l'installation. Alors avant l'installation, hein, beaucoup de porteurs de projets, mais peu qui réussissent à s'installer. Des projets difficiles à financer, du foncier difficile à trouver, etc. Peut-être encore plus gênant, beaucoup d'arrêts d'activité au cours des premières années, hein. Les chiffres sur le maraîchage biodiversité qu'on collecte sur les différents territoires sur lesquels on est présent nous donnent en moyenne plus de 50% d'échecs dans les 5 premières années. Donc ça, c'est quand même gênant. Ça veut dire qu'on a des gens qui arrivent à s'installer et puis ils mettent rapidement la clé sous la porte. Et peut-être encore plus gênant, c'est pour les fermes qui sont en rythme de croisière. Là, vous avez les éléments chiffrés sur la diapositive. Un très grand nombre de fermes, on voit c'est les 75% de fermes qui, quand il y a 2 personnes sur la ferme, font entre 40 et 70 000 euros de chiffre d'affaires. Donc en dessous de 40 000 euros de chiffre d'affaires, souvent les fermes ne survivent pas, hein, mais entre 40 et 70, elles arrivent, avec ce nombre de personnes-là, elles arrivent à perdurer, mais dans des conditions qui sont très précaires, une rémunération très faible, une grosse difficulté à mettre de l'argent de côté pour faire face aux aléas, et des statuts sociaux pour les agriculteurs qui sont souvent des statuts un peu au rabais, hein, beaucoup de micro-bénéfices agricoles, qui est l'équivalent entre guillemets du régime auto-entrepreneur pour l'agricole. Voilà. Et donc dans ce contexte, notre objectif qui a motivé la création du réseau, c'est vraiment de trouver des modèles d'installation qui soient plus durables, qui nous permettent d'avoir moins d'échecs sur les premières années d'installation, et ensuite d'accompagner les agriculteurs pour qu'ils aient des fermes qui soient plus rentables. Donc voilà un peu le constat dont on est parti. Pour répondre à ce problème, qu'est-ce qu'on fait? On crée des coopératives de territoire. Donc ça, c'est le premier point. On les crée sous forme de sociétés coopératives d'intérêt collectif, des SIC. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous aussi aujourd'hui doivent être familiers de cette forme juridique qui maintenant est utilisée de manière assez large pour des projets de territoire associant
des collectivités et d'autres structures. L'intérêt de cette forme juridique, c'est qu'on peut avoir un sociétariat qui est élargi, qui ne se limite pas soit aux agriculteurs comme les coopératives agricoles, soit aux salariés comme les SCOP. Donc là, on peut avoir tout un panel d'acteurs qui participent, qui sont associés à la société coopérative. Ensuite, c'est une forme juridique qui garantit une gouvernance minoritaire. Donc, il ne peut pas y avoir un cycle d'actionnaires majoritaires qui ait le contrôle de la coopérative. Et puis enfin, c'est une forme juridique qui garantit également une lucrativité limitée. C'est-à-dire, c'est en pratique impossible de faire des plus-values sur les parts sociales et c'est extrêmement compliqué de distribuer des dividendes. Donc, dans notre cas, les coopératives qu'on crée associent des collectivités locales, des chambres d'agriculture, des groupements de producteurs, typiquement des réseaux bio, des organismes de formation, d'autres acteurs économiques des filières bio locales, des banques agricoles, des citoyens. Et ces coopératives, qu'est-ce qu'elles font? Elles créent des fermes, c'est-à-dire qu'elles font de la prospection foncière, elles achètent ou elles louent du foncier. Ensuite, là, c'est vraiment le gros de leur activité. Elles aménagent et elles équipent en finançant ces fonciers et elles les louent ensuite aux agriculteurs à prix coûteux. Donc, quelle est l'idée derrière tout ça? L'idée, c'est qu'un des déterminants de la faible rentabilité des fermes sur la filière maraîchage diversifiée en circuit court, c'est optimum d'un point de vue technico-économique, des porteurs de projets qui ont du mal à financer des projets ambitieux. Et donc, l'idée qu'il y a derrière là, ce dispositif, c'est de se dire, on met autour de la table les acteurs du territoire qui veulent promouvoir le développement des filières agricoles locales. On les associe autour de coopératives. Et c'est ces coopératives-là qui vont assurer le financement des aménagements agricoles. Alors là, vous avez un exemple de liste d'associés d'une coopérative, mais je vais peut-être passer, je laisserai Jérémy Alves ensuite dans son retour d'expérience présenter le cas particulier de la coopérative Ceinture Verte Pays d'Auvergne et puis les associés qui ont été mis autour de la table. Ça fournit une bonne illustration de ce que c'est concrètement les associés d'une coopérative Ceinture Verte. Ensuite, vous avez un modèle économique d'une opération, c'est-à-dire le modèle économique d'une ferme sur une coopérative, sachant qu'on est sur un modèle où les coopératives de territoire qui ont été créées depuis le démarrage du réseau, elles ont toutes vocation à couvrir, à financer l'aménagement de plusieurs fermes. Donc souvent, elles sont au périmètre, elles couvrent le périmètre d'une grande agglo ou d'un département. Et donc ça, c'est le modèle économique d'une ferme sur une coopérative. C'est un exemple parmi d'autres. Là non plus, je ne vais pas rentrer dans le détail. S'il y a des questions, j'y répondrai. Mais ça vous permet d'avoir une illustration du modèle qu'on utilise pour fixer le montant de cotisation ou de loyer à prix coûtant. C'est un calcul qui est complexe parce qu'on calcule les coûts complets de la ferme sur sa durée d'amortissement. Voilà, et là, vous avez sur le tableau l'illustration de cette méthode. Ensuite, où est-ce qu'on en est aujourd'hui en termes de déploiement territorial? Il y a 12 coopératives sur 5 régions, donc 3 en Nouvelle-Aquitaine, 4 en Auvergne-Rhône-Alpes, 3 en Normandie, une en Île-de-France et une dans les Hauts-de-France. En 5 ans, on a une vingtaine de fermes qui ont été aménagées. Là, on en a une vingtaine qui sont en cours d'aménagement. Donc, on a quand même une accélération assez importante. Là, c'est pas la distribution des coopératives sur le territoire national dépend pour l'essentiel des projets de territoire. Et nous, on a accompagné les territoires qui nous ont sollicités. Donc, il n'y a pas de raison particulière pour lesquelles, sur certaines régions, on n'a pas aujourd'hui de coopératives membres du réseau. Voilà pour le déploiement. Ensuite, résultats économiques des agriculteurs. Donc, pour bien les interpréter, il faut se référer aux données concernant la filière que je vous donnais et la performance économique des fermes de la filière
que je vous donnais précédemment. Nous, le ratio qu'on regarde, c'est le chiffre d'affaires par UTH, c'est-à-dire par personne sur la ferme. Dans la diapositive que j'ai présentée précédemment, je vous indiquais que donc, en dessous de 35 000 euros de chiffre d'affaires par UTH, c'est vraiment un niveau de performance des fermes pour des fermes en vitesse de croisière qui n'est pas satisfaisant. Entre 40 et 60, c'est mieux, mais voilà, sans que ce soit totalement satisfaisant, mais en tout cas, c'est durable. Et au-dessus de 60, c'est vraiment très bien. Là, vous voyez, donc, dans le tableau présenté sur la diapositive, figurent les chiffres d'affaires par UTH par année d'exploitation. C'est-à-dire que sur la ligne 1, on a les résultats économiques des maraîchers dont la première année d'exploitation était 2025. Sur la ligne 2, on a les maraîchers dont l'année d'exploitation était 2024, 3 2023, 4 2022 et 5 2021 et c'est tout. Donc, ce qu'on voit là sur ces diapositives, c'est avec ces chiffres, c'est premièrement qu'il y a clairement une accélération des trajectoires économiques pour les agriculteurs qui s'installent avec les coopératives Ceinture Verte par rapport aux données de référence dont on dispose pour de l'installation individuelle, où les chiffres d'affaires annuels à l'UTH sont significativement inférieurs. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, on voit aussi qu'il y a eu une amélioration assez nette depuis le lancement de la ceinture verte. Hein. Typiquement, là, vous le voyez dans le fait que les résultats, donc les années 1 sont des années tronquées. Généralement, les agriculteurs s'installent, commencent à planter en début d'année et ils lancent l'exploitation commerciale en avril ou en mai, voire en juin. Donc, c'est souvent pas des années complètes. Mais là, vous voyez dans le tableau l'année 2, qui est forcément une année complète. On a des résultats aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires à l'UTH qui sont quasiment meilleurs si on regarde que les personnes en système classique. Enfin, en tout cas, qui sont quasiment aussi bons que pour les personnes qui sont installées en 2021. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, on voit une différence très importante de résultats économiques de maraîchers qui sont en système dit petite surface, c'est-à-dire sans tracteur, et en système classique, hein, c'est-à-dire en tracteur. On en a tiré les conséquences en cessant d'accompagner des installations en système petite surface. C'est un système pour lequel le dimensionnement des fermes des coopératives du réseau est probablement inadéquat. Voilà. Et quatrième point, on voit qu'on a quand même des marges de progression importantes, hein, même si c'est des bons résultats, 40 et quelques mille euros de chiffre d'affaires annuel par UTH en deuxième année d'activité. Nous, notre objectif, c'est de réussir à accompagner un maximum d'agriculteurs vers des niveaux de performance autour de, enfin, voilà, supérieurs ou égaux à 60 000 euros de chiffre d'affaires annuel par UTH. Là, on n'y est pas encore, et c'est ce qui a motivé en grande partie le lancement des projets d'innovation que je vais vous décrire juste après. Mais en attendant, je vois qu'on a une question qu'on peut peut-être prendre à l'oral, du coup, Baptiste, d'Alix Trompette. Ouais, tout à fait. Je sais pas si vous avez une question, Alix, et Marianne également après. Alix, on vous entend pas, le micro est coupé. Ah, Ah, c'était une ok. erreur. Marianne, peut-être, est-ce que vous avez une question? Oui, moi, c'était pas une erreur. Bonjour. Oui, juste une petite question. Vous dites donc que vous avez arrêté d'accompagner les petites surfaces car le système était inadéquat. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le sujet, s'il vous Oui, plaît? je peux décrire succinctement le problème. On a des fermes qu'on a dimensionnées dans la plupart enfin, dans la totalité des cas, euh, dans les coopératives, hein, pour qu'elles puissent accueillir au moins 2 personnes et faire vivre au moins 2 personnes en système dit classique, avec le tracteur, c'est-à-dire le système, le maraîchage bio tel qu'on l'a réinventé en France à partir de la fin des années 70. Donc, c'est des fermes qui font systématiquement plus d'1,5 hectare, où il y a systématiquement plus de 1500 mètres carrés de tunnels,
Voilà. Ce qu'on constate avec les premières installations qui avaient eu lieu en 2021 et 2022 sur des systèmes non mécanisés, c'est que c'est trop grand. C'est un peu du coup la course pour mettre en culture toute la surface, et les agriculteurs installés sur ces fermes, ils sont poussés du fait des surfaces disponibles à cultiver trop. Ils ne dimensionnent pas correctement la main-d'œuvre pour avoir les ressources suffisantes en l'absence de mécanisation pour faire face à l'ensemble des travaux qu'il y a à conduire. Et ils ne positionnent pas suffisamment leur gamme sur des légumes à forte valeur ajoutée et des canaux de distribution un peu spécialisés dont on sait qu'ils sont nécessaires pour assurer la rentabilité de ces systèmes petite surface. Voilà. Et donc, pour des raisons un peu de, je dirais, de polyvalence et de caractère un peu standard des conditions matérielles d'installation proposées, c'est vrai qu'on a fait le choix de se concentrer sur des porteurs de projets qui trouvent le bon compromis entre les surfaces qu'on offre dans les fermes des coopératives et puis un mode de production qui permet d'en tirer pleinement parti. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. On a Jérémy qui lève la main. Je ne sais pas si tu voulais compléter, Oui, je voulais juste Jérémy. compléter. Aujourd'hui, c'est vrai que sur les questions de surface et de mécanisation, on voit qu'on a beaucoup de porteurs de projets qui arrivent avec. Il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux ou sur les documentaires d'installation maraîchage qui promeut le système peu mécanisé, motoculteur. Et on voit beaucoup de porteurs de projets arrivant avec cette idée. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, on a, notamment sur la coopérative auvergnate, les 2 premiers producteurs qui se projetaient en peu mécanisé, qui se sont formés à des méthodes bio-intensifs qui sont promues souvent sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, ils se sont équipés de micro-tracteurs parce qu'en fait, d'eux-mêmes, ils ont pris le meilleur du bio-intensif tout en prenant de la mécanisation pour leur permettre d'alléger leur charge de travail. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est les premiers à promouvoir voilà, cette combinaison mécanisation et travail bio-intensif. Donc on accompagne voilà, les producteurs aussi dans cette démarche-là de re-questionner leur projet au vu de la pénibilité aussi du travail et puis des projections sur du moyen long terme. Merci Jérémy. Et merci Marianne pour cette question. Yvan, je te laisse reprendre la Oui. présentation. Donc, comme je le disais, on a lancé un certain nombre de projets d'innovation qui visent à trouver des solutions complémentaires à celles qu'on propose aujourd'hui avec le dispositif de ferme aménagée loué aux nouveaux installés par les coopératives de territoire du réseau. Concrètement, ces projets d'innovation, ils sont développés dans le cadre d'un incubateur qui est financé par l'État dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt démonstrateurs territoriaux des transitions agricoles et alimentaires. On a 31 innovations qui avaient été retenues pour être accompagnées dans une première phase de tests à petite échelle. Donc ça a été ce qui a été fait en 2024-2025. On en a retenu, sélectionné la moitié pour passer à une phase de déploiement qui va se dérouler sur 3 ans, 2026, 2027, 2028. Donc là, je n'ai pas le temps et puis ce n'est pas l'objet de rentrer dans le détail de tous les projets voilà, de ces 17 projets qui sont incubés aujourd'hui. Vous avez un rapport, on a fait un rapport d'étape en fin de phase petite échelle qui décrit de manière assez détaillée tous les projets qui sont passés en phase de déploiement, qui peuvent être intéressants aussi pour vos différents territoires. Le lien vers ce rapport figure dans la diapositive, donc je laisserai ceux que ça intéresse consulter le rapport et puis revenir vers la directrice de notre incubateur s'ils ont des questions par rapport à ces projets. Voilà, concrètement, le calendrier de lancement d'une nouvelle coopérative, ça dure environ 6 mois en moyenne entre le moment où il y a soit côté collectivité, soit structure de développement agricole, la volonté vraiment de créer une coopérative. J'expliquerai juste après l'accompagnement qu'on fournit, mais c'est la durée moyenne. Une fois que la coopérative est créée, on commence généralement, même si des terrains avaient été identifiés au préalable, par une phase de prospection foncière pour s'assurer
qu'on part bien sur les meilleurs terrains pour développer la production agricole locale parmi ceux qu'on dispose, et aussi pour pouvoir travailler sur le montage d'une programmation. Jérémy développera peut-être après, mais il y a plein d'avantages au fait de travailler sur un portefeuille de sites à aménager plutôt que sur un seul. Et donc, généralement, on fait ça. Là, on a indiqué 6 mois, mais en fonction des terrains disponibles et déjà identifiés, ça peut être une phase qui est plus courte. Et puis ensuite, on a une phase d'aménagement, d'étude d'aménagement. Donc là, où on regarde vraiment en détail ce qui peut être fait sur les sites qui ont été identifiés, puis de réalisation des travaux. Bon, là, la diapositive vise essentiellement à vous donner quand même des informations sur ce qu'est un calendrier réaliste avant qu'il y ait un premier agriculteur qui s'installe sur une première ferme. L'expérience des coopératives existantes montre que ça ne se fait pas en un claquement de doigts et que ça prend du temps. Voilà, minimum 18 mois, mais voilà, il arrive quand même fréquemment que ça dure 2 ans. L'appui qu'on fournit du coup au niveau de la tête de réseau, donc la tête de réseau, elle n'a pas été créée au lancement du réseau. Il y a d'abord une première coopérative dans le Béarn qui compte aujourd'hui 8 fermes qui a été créée, et puis très vite, cette coopérative, elle avait embauché une gérante. On s'est rendu compte de 2 choses. La première, c'est qu'au niveau d'une seule coopérative, il n'y avait pas un volume d'activité suffisant pour financer de manière durable un poste à temps plein. Et puis, deuxième chose, on s'est rendu compte également qu'on avait besoin de profils différents et plus spécialisés qu'une seule personne, en l'occurrence une gérante. Donc, on a créé Ceinture Verte Group sous forme de société commerciale, agréée entreprise solidaire d'utilité sociale. Son capital est détenu par l'association Ceinture Verte, au sein de laquelle sont représentées les coopératives, par les fondateurs et salariés occupant des positions clés dans la structure, et par des investisseurs solidaires. Et le rôle de Ceinture Verte Group, c'est d'apporter de l'ingénierie spécialisée pour le développement des coopératives et des fermes, et de réaliser par ailleurs de la R&D, donc c'est des projets d'innovation notamment que je vous ai décrits précédemment, au bénéfice des coopératives du réseau et de la filière. On intervient à la demande des collectivités, principalement parfois des structures de développement agricole, pour appuyer la création des coopératives sur un territoire. On dimensionne généralement des missions de 50 jours. Donc là, c'est dans le cas où on crée une coopérative de dimension standard, on va dire à l'échelle d'un département, qui sont à nos coûts jour 2026, ça représente une facturation de 40 000 € environ. Et pour que vous puissiez vous projeter, alors là c'est plus côté collectivité, mais dans la création d'une coopérative, Jérémy donnera peut-être des précisions tout à l'heure, mais il y a besoin que les coopératives, au démarrage, apportent du capital, souscrivent des parts sociales pour que derrière les coopératives puissent réaliser des opérations, et en l'occurrence qu'elles puissent emprunter, puisqu'il faut une petite part d'autofinancement qui est demandée par les banques, en plus des prêts bancaires pour financer les opérations. Et la moyenne d'investissement qu'on constate aujourd'hui dans les coopératives est autour de 100 000 €, ce qui permet, avec les autres souscriptions de parts sociales dans la coopérative, d'apporter l'autofinancement sur environ 5 fermes. Voilà pour l'appui porté par Ceinture Verte Group. Comme je le disais, là, vous avez dans les diapositives un certain nombre de documents de référence qui sont mis en lien, et puis les coordonnées d'Anne-Solène Henry et de moi-même, si vous avez des questions. On va passer la parole s'il n'y a pas de questions. S'il y a des questions, c'est le moment de les poser. Et sinon, on va passer la parole à Jérémy Alves pour un retour d'expérience. Oui, bonjour à toutes et tous. Du coup, je voulais vous partager donc un retour d'expérience sur la coopérative Ceinture Verte Pays d'Auvergne. Ceinture Verte Pays d'Auvergne a été créée sur le constat qui a été fait par Yvan et qui est fait par beaucoup de collectivités, avec les 2 défis fondamentaux qui sont de pouvoir relocaliser l'agriculture déficitaire du territoire, ce qu'est le maraîchage aujourd'hui. Beaucoup de territoires sont déficitaires sur ces productions. Et le deuxième défi,
des coopératives, c'est, comme l'a dit Yvan, permettre une juste rémunération des producteurs sur leur exploitation. Je vais plus accentuer aujourd'hui dans le retour d'expérience sur la ceinture verte Pays d'Auvergne sur la gouvernance, le tour de table des associés, voir quel est l'impact réellement de cette mise en place de coopératives pour la création de nouvelles fermes sur le territoire. Et puis, voilà, je vous montrerai aussi en quoi les SIC peuvent contribuer à une échelle plus large que l'installation de nouvelles fermes à avoir des réponses sur le territoire au niveau de la filière elle-même. Et je vous parlerai d'un projet qu'on porte en Auvergne, la légumerie d'Auvergne. Peut-être, Baptiste, on peut passer aux slides suivantes. Je vais prendre la slide d'après, s'il te plaît. Voilà, donc il y a une force du tour de table, puisqu'aujourd'hui, voilà, je vous ai mis les associés de la coopérative Ceinture Verte Pays d'Auvergne, qui regroupe aujourd'hui 22 associés, qui a été fondée donc, en juillet 2022 par la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme, Clermont-Auvergne Métropole et le GAB Bio 63, avec Ceinture Verte, bien sûr, réseau national. Et très vite, le tour de table s'est élargi pour aller chercher à la fois d'autres collectivités qui sont dans le collège collectivité, des partenaires clés que sont les organismes de formation, les CUMA, les jeunes agriculteurs, des restaurateurs, et puis sur le collège d'investisseurs, des banques agricoles et des citoyens du territoire. Aujourd'hui, on a 5 citoyens dans le collège investisseurs. Voilà, un panel d'associés qui représentent vraiment la filière légumes sur le territoire et aussi la majorité des collectivités engagées sur ces questions de relocalisation des productions maraîchères. Et bien sûr, le collège maraîcher, puisque tous les maraîchers qui s'installent dans le dispositif Ceinture Verte deviennent associés de la coopérative et participent à sa gouvernance. Ce tour de table, il se concrétise du coup dans la gouvernance, donc la slide suivante qui... je vous ai mis ça, c'est juste pour que vous ayez un peu les paroles des fondateurs de la Ceinture Verte Pays d'Auvergne qui avaient tous le même enjeu, c'est-à-dire relocaliser et puis le faire en synergie avec les autres acteurs du territoire. Peut-être Baptiste, le slide suivante. Donc la force de la gouvernance. Aujourd'hui, une SIC, comme vous le savez, c'est un homme, une voix. Donc on travaille beaucoup, nous, sur la Ceinture Verte Pays d'Auvergne, à ne prendre des décisions qu'au consensus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de rapport de force au sein de la gouvernance en vote à majorité ou en pourcentage de voix. L'objectif, c'est vraiment de trouver la bonne action, la bonne manière d'agir sur le territoire. Donc, cette gouvernance nous permet aujourd'hui d'avoir une vision claire des enjeux du territoire, de par la diversité des acteurs que je vous ai cités, mais aussi d'avoir une action politique coordonnée, puisqu'aujourd'hui, quand vous avez l'ensemble des acteurs qui sont autour de la table et dont c'est l'outil, puisque chaque associé s'approprie cet outil-là, et ben, la coordination politique pour arriver à développer ces fermes se fait plus facilement puisque c'est une équipe qui travaille ensemble et qui a le même objectif, c'est de réussir ensemble à installer de nouvelles fermes. Et cette force de la gouvernance amène sur la slide suivante qui est la force de cette équipe pluridisciplinaire qui va être mise en œuvre au niveau des coopératives, puisque comme c'est l'outil de toutes les structures, les équipes de chaque structure se mobilisent pour réaliser ces fermes. Et donc, ça nous permet de réaliser les fermes de manière optimum en relevant les défis opérationnels et puis en coordonnant les expertises des associés, autant dans les collectivités que dans les chambres d'agriculture ou les GAB, et plus élargi sur les partenaires qui sont dans la formation ou la commercialisation. Et ça va accélérer en fait notre dynamique d'impact, puisque grâce à cette équipe pluriacteur, on va pouvoir avancer plus rapidement sur les projets et puis avoir des projets solides qui vont pouvoir permettre à des maraîchers de vivre de leur métier. Ces SIC, elles ont aussi un levier d'impact économique, puisque comme l'a dit Yvan, les coopératives, voilà, les associés apportent chacun des capitaux dans les coopératives. Les collectivités mettent de l'argent en capital, donc c'est un investissement. Et avec cet apport en capital, on va pouvoir, nous, au sein de la coopérative, faire un effet levier x5 pour aller chercher de la dette bancaire pour financer les opérations, puisqu'aujourd'hui, une opération est budgétisée en moyenne à 270 000 €.
Et elle se décompose ainsi, c'est-à-dire une partie en subvention d'investissement agricole que l'on va chercher notamment auprès du FEADER et d'autres subventions à l'investissement agricole, qui nous permettent de financer en moyenne jusqu'à 50 à 60% du coût de l'installation, et puis le reste en emprunt bancaire, et une partie, comme le disait Yvan Colombet, en apport en capital de la coopérative. Peut-être, je vais avancer, Baptiste, sur les slides, on est un peu plus loin. Sur les sites, il y a aussi du coup cet aspect de révélateur et de catalyseur des réponses territoriales, puisqu'aujourd'hui, comme je vous le disais, dans cette gouvernance, vous avez tous les acteurs qui sont rassemblés. Vous allez avoir des acteurs qui vont pouvoir mieux échanger ensemble que si c'était dans des instances de consultation, puisqu'aujourd'hui, ils portent des projets opérationnels ensemble. Ils ont l'habitude de travailler ensemble politiquement et techniquement à travers cette équipe que j'ai citée précédemment. Et donc, l'exemple type là, de la légumerie semi-industrielle innovante en Auvergne, c'est qu'il y avait une problématique non résolue sur le territoire depuis plusieurs années, qui était la transformation des légumes pour atteindre la restauration collective, qui était un problème à la fois pour les producteurs maraîchers et à la fois pour les collectivités. Et dans nos discussions, les associés ont dit, mais voilà, ce problème, il est toujours pas résolu. Là, on sait faire, nous, des fermes ensemble, on sait travailler ensemble. Comment on va sur un projet de transformation qui puisse marcher aussi pour le territoire. Et donc, grâce aussi à l'opportunité du démonstrateur Ceinture Verte Territoire de Maraîcher qui va à présenter brièvement, les associés se sont rapidement mobilisés sur cette nouvelle question, ont lancé une étude de faisabilité et ont réussi à mobiliser un panel de partenaires élargi pour traiter cette question et apporter une réponse. Et là, d'ici 2026, nous aurons voilà, les conclusions de l'étude pour le passage ou non en phase de réalisation. Mais je prenais cet exemple pour montrer que pour un territoire, créer une coopérative, ça a certes une fonction de porter les investissements, de porter l'accompagnement, je détaillerai aussi ça par la suite, mais aussi du coup de créer une forme de gouvernance opérationnelle voilà, qui permet d'accélérer et de décupler l'impact sur le territoire. Aujourd'hui, la Ceinture Verte Pays d'Auvergne, depuis sa création, c'est trois fermes créées avec des maraîchers installés et 4 fermes en cours de création voilà, qui sont en train de se développer. Je vous ai mis dans les slides qui seront communiqués suivantes voilà, des témoignages de maraîchers qui sont installés sur notre coopérative, quelques vidéos qui vous permettront voilà, de découvrir aussi un peu les infrastructures et puis de voir ce que recherchent aussi les maraîchers en venant sur nos fermes. Voilà, si vous avez des questions sur le modèle, je peux y répondre également. J'ai été assez succinct là, sur la présentation de la gouvernance. Et je On a préfère une question dans le chat, une question d'Aurélie qui nous demande qui fait la demande de FEADER, la coopérative ou l'agriculteur? Aujourd'hui, sur le FEADER, nos coopératives, dans la majorité des régions, sont reconnues comme agriculteurs actifs, donc peuvent bénéficier des fonds FEADER. Donc, nous allons chercher en tant que coopérative des fonds FEADER pour l'investissement sur les serres, le bâtiment, l'irrigation. Et ensuite, le maraîcher, lui, peut aller chercher des subventions d'investissement FEADER sur tout ce qui est son matériel de culture, matériel de récolte, les aménagements du bâtiment. Donc voilà, les deux vont chercher des subventions FEADER. Aujourd'hui, quand on va chercher des subventions FEADER, bien sûr, elles sont déduites de la cotisation, donc c'est-à-dire qu'elles ne rentrent pas dans le calcul de la cotisation. La cotisation étant là pour couvrir la dette bancaire et le remboursement du capital. Merci Jérémy, merci Aurélie pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à les mettre directement dans le chat ou alors à prendre la parole. Il nous reste du temps, donc on peut prendre le temps de répondre à vos questions. Oui, Aurélie? Alors du coup là je prends le micro, bonjour à tous, donc Aurélie Proto, donc je suis en charge du développement rural dans une collectivité, dans une communauté d'agglomération, donc c'est la CACL, c'est en Guyane. On avait eu l'occasion de rencontrer rapidement des membres de la ceinture verte et c'est vrai que du coup ça m'avait particulièrement intéressé le modèle, mais j'aimerais savoir comment ça se passe avec les collectivités et est-ce que de manière générale vous arrivez à trouver un bon fonctionnement, surtout sur la question
de l'apport de l'apport au niveau du capital et les relations en fait qui se lient. Alors vous l'avez un peu dit, en fait ça a été un peu dit dans certains modèles où on est plutôt à l'unanimité, etc. Mais comment les dynamiques se passent? Parce qu'en fait, une de nos craintes, enfin, c'est pas vraiment une crainte, mais c'est une réalité, c'est-à-dire que de manière générale, on va dire le politique, s'il met de l'argent dans un projet, il aura quand même envie d'avoir une certaine vision autour de ce projet. Et donc, est-ce que c'est dès le départ que la vision a été créée et ensuite les investissements ont été faits, ou est-ce qu'on s'est dit, bon, on crée une coopérative et au fur et à mesure, on a vu l'intérêt ou pas d'aller sur des sujets plutôt que d'autres. Et aussi, une dernière question, ça fait beaucoup, comment on choisit les agriculteurs? Est-ce que c'est donc la coopérative qui crée les fermes et qui installe des agriculteurs, ou est-ce que c'est l'agriculteur qui, lui, a sa ferme et rentre dans la coopérative avec cette ferme et participe comme ça? Et sur le premier point, merci pour vos questions. Sur le premier point, aujourd'hui, voilà, le réseau Ceinture Verte vient, comme disait Yvan Colombet, en appui des volontés territoriales. Donc aujourd'hui, quand un territoire a une volonté de relocaliser ses productions et de mettre en place des fermes qui seront solides, hein, parce que le but, nous, c'est des fermes vivables, comme on l'a dit, avec l'accompagnement sur les questions de mécanisation et d'organisation, et viables, c'est-à-dire pérennes aussi dans le temps économiquement. Quand il y a ces conditions-là qui sont réunies dans un territoire et qu'il y a une volonté politique de le porter, il y a un premier contact qui est fait du coup avec le réseau national. On échange avec la collectivité porteuse de l'initiative. On identifie les acteurs clés du territoire qui seraient mobilisables sur ces questions de relocalisation. Et c'est un peu les 6 mois dont parlait Yvan Colombet. Ce sont les mois où en fait on va rencontrer chacune des parties prenantes du territoire pour bien clarifier le projet collectif. Qu'est-ce qu'on veut vivre et qu'est-ce qu'on veut porter au sein de cette coopérative. Et tant que ce n'est pas clarifié entre tous les associés, on ne passe pas en phase de constitution, bien entendu, puisque ça générerait plus tard des problématiques dans la gouvernance et dans le travail collectif. Donc on a bien ce temps préalable dit de définition du projet coopératif qui varie hein, selon les territoires. Il y a quelques petites nuances, chacun il va avec ses propres spécificités. Donc ça, on le matérialise bien avant. Une fois que les coopératives sont créées, la gouvernance, comme je disais, on vise une gouvernance de consensus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on veut garder vraiment la dynamique opérationnelle. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que ce soit un lieu de plaidoyer politique. C'est vraiment, l'objectif, c'est de faire des fermes. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui fédère tout le monde. Et on est d'accord hein, ensemble avant la constitution de la coopérative pour rester focus sur l'opérationnel et donc sortir de ce champ de rapport de force au sein des coopératives. Et ça se fait assez naturellement, du coup, quand ce travail préalable a bien été fait avant la Constitution. Et d'un point de vue technique, aujourd'hui, cette équipe interdisciplinaire que je citais tout à l'heure, c'est vraiment ce lien qu'on va institutionnaliser entre nous, entre les différents associés, comment on va fonctionner techniquement aussi ensemble. Généralement, dans les coopératives sur lesquelles je suis aujourd'hui, donc 4 coopératives en Auvergne-Rhône-Alpes, on met en place des temps hebdomadaires ou toutes les 2 semaines de coordination entre les acteurs quand on est en phase projet, pour qu'on soit bien aligné entre les différentes structures associées, sur qui peut apporter quoi pour la réalisation du projet, où on en est dans le suivi du projet. Et donc, on a un travail quand même assez fluide et avec une mobilisation de l'ensemble des équipes techniques qui sont selon les besoins du projet. Voilà, ça c'est les points sur le lien avec la collectivité. Et le dernier point que vous aviez évoqué de questionnement, c'était comment la collectivité, en gros, garde une maîtrise de ce qui va être fait aussi au travers de la coopérative pour que ça soit cohérent avec sa stratégie. Aujourd'hui, les collectivités fondatrices, du coup, ont une place privilégiée quand même dans l'organisation. Les collectivités associées, plus généralement hors fondatrices, sont toujours consultées quand le projet est sur leur territoire. C'est-à-dire soit elles siègent au conseil d'administration, il y a 2 sièges en général pour les collectivités non fondatrices. Et s'il y en a plus, eh ben, elles sont quand même invitées au conseil d'administration pour pouvoir s'exprimer par rapport au projet qui est propre à leur territoire et être sûr qu'au niveau de la coopérative,
on fasse bien une action qui aille dans le sens du territoire et qui soit bien alignée avec les enjeux propres à ce territoire-là. Donc ça, c'est un point d'attention aussi qui est important, puisque voilà, c'est sur les territoires qu'on connaît mieux les dynamiques et qu'on est capable de faire les bons choix ensuite pour la réalisation. Sur la partie porteur de projet, aujourd'hui, quand on identifie un foncier, on ouvre un appel à candidature une fois l'étude de faisabilité approfondie réalisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait une étude de faisabilité approfondie dès qu'on a identifié un site, une étude agronomique d'implantation des infrastructures, une étude financière pour mettre en place un plan de financement et voir si l'opération est viable pour la coopérative et supportable en cotisation par le maraîcher. Une fois qu'on valide ça, on lance l'appel à candidature et on reçoit plusieurs candidatures au sein du réseau. Ces candidatures sont étudiées avec plusieurs rendez-vous avec notre équipe qui est partagée au niveau de toutes les coopératives. Laura Stegno, qui a 25 ans d'expérience en accompagnement des porteurs de projets à l'installation, qui était dans les réseaux Chambre et d'ASEA, et puis Dominique Berry sur notre région et sur d'autres régions, d'autres directeurs techniques qui ont aussi beaucoup d'expérience en accompagnement maraîchage biologique diversifié, qui regardent ces dossiers de candidature, qui échangent avec les porteurs de projets pour comprendre si, voilà, sur les plans d'investissement, ce qu'ils projettent en investissement, en production, en commercialisation, c'est cohérent. Et ensuite, cette équipe-là fait un retour au conseil d'administration en disant voici les candidats qui semblent les plus solides aujourd'hui dans leur constitution de projet, avec des points forts bien sûr et des points de consolidation. Et c'est le conseil d'administration, collégialement, qui décide de l'attribution de la ferme à tel ou tel maraîcher ou maraîchère. Voilà. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Oui, vous avez répondu, merci. Merci Jérémy, merci Aurélie. On a une autre question dans le chat de Pauline qui nous demande qui est à l'initiative de la constitution d'une coopérative sur un nouveau territoire. Ben, aujourd'hui, c'est quand même généralement des collectivités ou des chambres d'agriculture qui prennent le sujet en main. Voilà, aujourd'hui, nous, on fait des présentations, comme aujourd'hui, de manière élargie à plusieurs acteurs du territoire national. Ensuite, c'est sur les sollicitations des collectivités. Donc, comme disait Yvan Colombet, ça peut être une petite Comcom, c'est souvent voilà, des plus grosses Comcom aussi qui sollicitent la ceinture verte. Et puis, parfois, des chambres d'agriculture ou des GAB qui peuvent être à l'initiative de ces sollicitations. Voilà. Et c'est à partir de cette première sollicitation, comme je le disais tout à l'heure, qu'on va commencer à identifier quels seraient les autres partenaires à mettre dans le tour de table et avec qui réfléchir à ce projet coopératif. Il nous reste encore un petit peu de temps. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas à les mettre dans le chat ou à prendre la parole. Voilà, je voulais juste peut-être préciser, parce que je ne l'avais pas dans ma présentation, puisque c'était très axé gouvernance tout de même, sur l'accompagnement que fournit les ceintures vertes auprès des maraîchers, parce qu'aujourd'hui, on porte les investissements clés, on va dire, bâtiments, serre, irrigation, pour permettre un démarrage d'activité bien dimensionné et rapide, de profil de porteur de projet qu'on souhaite avoir au moins 1 an d'expérience sur une ferme maraîchère, donc qui peuvent utiliser cet outil de manière optimum. Mais on a aussi dans le dispositif ceinture verte un accompagnement renforcé les 3 premières années, puisqu'aujourd'hui, on a un accompagnement qui englobe un maraîcher tuteur expérimenté du territoire, qui va partager son expérience et permettre une accélération des maraîchers qui ne fassent pas les mêmes erreurs que lui au démarrage. On a un directeur technique ceinture verte qui va coordonner l'accompagnement et qui va apporter une vision plus entrepreneuriale, d'être un peu vis-à-vis, un miroir pour le maraîcher en disant bah, voilà, on fait un point milieu de saison, fin de saison, sur les chiffres, où on en est, quelle stratégie adopter. Et puis, on a des techniciens locaux, alors ça peut être les GAB ou les chambres d'agriculture, selon les territoires, qui vont, eux, être là sur des visites techniques pures d'itinéraires techniques de production et de suivi des ravageurs. Voilà. Donc cet accompagnement tripartite renforcé, c'est ce qui contribue au constat qu'Yvan Colombet a mis en avant, à cette accélération des trajectoires économiques qui vient du bon dimensionnement des infrastructures et de l'accompagnement 360 du maraîcher dans sa nouvelle posture entrepreneuriale.
On a une nouvelle question dans le chat de Marianne qui nous dit, pouvez-vous nous rappeler comment ça se passe quand un maraîcher souhaite quitter l'exploitation et récupérer ses parts? Alors après, c'est aux coopératives de déterminer, chaque coopérative détermine un peu les conditions contractuelles vis-à-vis des maraîchers. Aujourd'hui, il y a quand même une homogénéité sur toutes les coopératives du territoire, où les maraîchers signent 2 contrats, un bail rural sur la partie foncière pour les garantir comme n'importe quel agriculteur, et puis un contrat de coopération sur lequel on s'engage, nous, sur 25 ans. Et par contre, le maraîcher, généralement, dans la majorité des coopératives, peut quitter la ferme tous les ans avec un préavis de 6 mois. Donc, les coopératives font souvent le choix de la liberté du maraîcher. Par contre, leur donnent des garanties à travers le bail rural et le contrat de coopération de 25 ans minimum qui est renouvelable à terme. Et pour la... Et Pardon. oui, non, si tu veux, je peux compléter, Jérémy, sur, dans la plupart des cas, il y a une partie de la cotisation qui est versée par les maraîchers aux coopératives qui peut être acquittée en souscrivant des parts sociales. C'est une petite partie, souvent c'est 10%. Donc, le principe, c'est que le maraîcher va se constituer petit à petit, au fur et à mesure de sa présence dans la coopérative, un capital en part sociale de la coopérative. Je pense que du coup, la question de Marianne portait plus spécifiquement sur ce point. Et comment ça se passe, la récupération des parts sociales dans les contrats types qui sont utilisés aujourd'hui par la plupart des coopératives. Le maraîcher ne peut pas demander le remboursement de ses parts sociales avant que la ferme soit entièrement amortie, tout simplement parce qu'il n'y a pas l'argent dans la coopérative pour rembourser le maraîcher avant la fin de cet amortissement. Et donc, c'est à la fin du contrat de 25 ans, qu'il aille au bout ou non, donc c'est à la fin de la durée de 25 ans de contrat de partenariat que citait Jérémy, que le remboursement peut avoir lieu. Alors, on rentre un petit peu dans la technique. S'il y a des éléments, des questions supplémentaires, Marianne, qui vous viennent, n'hésitez pas à nous envoyer des questions par mail. Merci. Il nous reste encore 5 minutes, peut-être pour prendre une ou deux questions supplémentaires, s'il y en a. Oui, il y a Aurélie qui lève la main. Oui, en fait, je serais preneuse, c'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque. Je serais preneuse, peut-être, d'une visite, à planifier, hein, peut-être pas tout de suite, mais d'une ou plusieurs, exploitations pour voir comment ça fonctionne et d'échanger avec, du coup, une des coopératives pour voir un peu, pour avoir leur retour d'expérience. C'est tout. Oui, bah, vous êtes bien sûr bienvenue sur les coopératives Ceinture Verte. Il y a, voilà, dans les plaquettes, il y a les différents territoires qui sont cités et on accueille régulièrement hein, des collectivités et des techniciens sur les fermes pour visiter les infrastructures et échanger avec des associés. Ok, du coup, je reviendrai vers vous ouais, à la rentrée pour planifier ça. Marianne qui nous dit Niort Aglo avait été accueilli en visite par Limoges Métropole. C'était très intéressant pour nos élus ainsi que les techniciens. Est-ce qu'il y a peut-être une autre question? Ou alors sinon on s'arrêtera là pour ce webinaire. Je vois pas de main levée ni de questions dans le chat. En tout cas, j'ai vos contacts, donc je vous enverrai le support de présentation par mail où vous pourrez retrouver certains liens, des vidéos de présentation, mais aussi les contacts des responsables dans le réseau Ceinture Verte. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions supplémentaires. Si vous êtes intéressé par le dispositif, vous retrouverez tous les contacts dans le support de présentation. Et en tout cas, merci à tous pour votre participation. Merci Jérémy
et Yvan pour la présentation. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à bientôt. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci à tous. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée.